Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 17 septembre 2020, bienvenue dans À l'air libre. Ce soir, notre invitée est Fatima Das, l'autrice de La Petite Dernière. Son premier roman d'autofiction revient sur les propos polémiques sur l'homosexualité et l'islam. Dans un instant, on vous dit tout sur l'ONG SOS Chrétiens d'Orient. Ariane Lavrieux a enquêté sur les liens entre cette association et le régime de Bachar el-Assad. Bienvenue dans À l'air libre, épisode 4, saison 2. Bonjour Ariane. Bonjour. Tu es notre journaliste en Égypte et tu es de passage à la rédaction de Mediapart car tu signes avec Elie Guckert et Franck Andrews une enquête sur l'ONG SOS Chrétiens d'Orient et ses activités en Syrie. Oui, c'est une association créée en 2013 par deux militants de la Manif pour tous qui travaillent pour l'extrême droite, Benjamin Blanchard et Charles De Meyer. De Meyer est toujours l'attaché parlementaire du député européen Rassemblement National Thierry Mariani. Son objectif officiel, c'est d'aider les communautés chrétiennes dans 7 pays, principalement au Moyen-Orient, mais aussi en Éthiopie. Et officieusement en Syrie, elle a un agenda politique. C'est l'association qui a facilité et organisé plusieurs visites d'élus français à Damas et rencontres avec le président syrien, la députée de droite Valérie Boyer, du centre Jean Lassalle, le socialiste Gérard Bapt et bien sûr Thierry Mariani qui a pu rencontrer 5 fois Bachar el-Assad. Dans ses voyages, on retrouve souvent Benjamin Blanchard et aussi Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, en plein mélange des genres, à la fois au conseil d'administration de SOS Chrétiens d'Orient et en intervieweuse du président syrien. Et pourtant, officiellement, l'association ne revendique pas d'être pro-régime syrien ni pro-Assad. Non, ses responsables le répètent, même dans les médias, voire sur leur propre site, que SOS Chrétiens d'Orient est une association d'intérêt général apolitique. Et pourtant, votre enquête révèle tout le contraire. Et effectivement, dans le premier volet de l'enquête, donc, qui est publié ce soir, on révèle que SOS Chrétiens d'Orient soutient des milices qui combattent pour Bachar el-Assad. Des milices qui font donc partie des forces de défense nationale, c'est-à-dire de combattants payés par le régime syrien. Oui, c'est ça, c'est des milices que l'association admire particulièrement et met en scène sur les réseaux sociaux. On a pu collecter des données en source ouverte. Ces milices sont dans la région de Hama, au nord-ouest de la Syrie, dans 2 villes majoritairement chrétiennes, Maradé et Skelbiye. Leur mission, c'est de mener la contre-insurrection à l'échelle locale des villages de leur région et aussi parfois ils participent à des grandes offensives comme Idlib l'année dernière. Et concrètement, SOS Chrétiens d'Orient glorifie les 2 milices, les 2 chefs miliciens sur ces réseaux sociaux en disant qu'ils luttent contre le terrorisme. Et puis, ils leur apportent des colis, de l'aide alimentaire, parfois même du tabac pour ces soldats. Ouais, et on le voit là, Alexandre Godarzi, le chef de mission de l'association en Syrie jusqu'à l'année dernière, ne s'en cache pas. Il en est même fier. Ici, en 2016, à Mardé, avec Benjamin Blanchard, voilà ce qu'il déclare. On est en train de ravitailler en nourriture et en couverture la défense nationale de Mahardeh. Voilà, donc là on a 2 problèmes. C'est que l'aide transite directement par Simon Al-Wakil. Simon Al-Wakil, c'est lui, le commandant de la milice de Maradé. Sa milice est notamment accusée par une ONG syrienne d'être impliquée dans des massacres. Des centaines de civils auraient été exécutés de manière atroce. Et malgré ces accusations, Benjamin Blanchard et Alexandre Godarzi lui ont décerné un trophée. Et avant de publier cette enquête, vous avez demandé aux responsables de SOS Chrétiens d'Orient pourquoi ils soutenaient ces milices. Est-ce qu'ils étaient au courant de ces crimes ? D'autant qu'il y a des transactions directes entre l'association et les milices. Au-delà de la question morale, il y a une question légale qui se poserait alors, celle d'une potentielle complicité. Est-ce que SOS Chrétiens d'Orient vous a répondu ? Oui, enfin à moitié. Ils ont publié un communiqué de presse avant même qu'on publie l'enquête, qui est accessible sur leur site internet déjà la semaine dernière, en disant que ces accusations de complicité de crime étaient délirantes. Nous sommes, je cite, nous sommes une ONG humanitaire qui aidons les victimes de la guerre et du terrorisme de l'État islamique et de Al-Qaïda. Nous n'avons jamais prétendu rester neutres face à Al-Qaïda. Donc l'association dit aujourd'hui ne pas avoir connaissance de ces crimes de guerre, ni des camps d'entraînement militaire pour les garçons de moins de 18 ans, où leurs 2 miliciens préférés leur apprennent à charger des kalachnikovs, ici avec des munitions devant eux.
Et en revanche, l'association assume totalement d'aider la fondation de la première dame, Asma Al-Assad. Ils disent lui avoir versé près de 470 000 euros ces 3 dernières années. Ce sera l'objet du 2e épisode de votre enquête qui sera publié sur Mediapart dans les jours qui viennent. Il y aura aussi une version, je le précise, en arabe dans le journal syrien Al-Jumouria. Et une toute dernière question rapidement, comment est-ce que vous avez travaillé sur un sujet qui se passe en terrain de guerre sans y aller ? Oui, donc très difficile d'accès aussi, c'est une dictature, donc très contrôlée, plus le Covid, fermeture des frontières. Donc on s'est beaucoup basé sur de l'open source, des ressources données en source ouverte, les réseaux sociaux, le site internet de l'association, mais aussi de ces milices qui publient beaucoup en fait, de données. Donc c'est accessible à tous, mais ça demande du temps et un peu de méthode pour collecter toutes ces données. Et puis du journalisme un peu plus traditionnel, des experts, des témoins, des journalistes syriens, voilà, tout un tas d'experts qui ont côtoyé l'association de près ou de loin. Et de recoupement. Merci Ariane Lavrieux et à bientôt en Égypte alors. Merci. C'est une des révélations de la rentrée littéraire, c'est aussi une des polémiques de la rentrée. Fatima Das est dans À l'air libre. Bonjour Fatima Das, bienvenue. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous venez de publier La Petite Dernière, un roman d'autofiction où votre personnage, Fatima Das, qui est aussi votre pseudo, est lesbienne et musulmane pratiquante, entre autres choses, bien sûr. Votre roman a été chroniqué dans Mediapart, mais ce n'est pas que pour cette raison que nous vous recevons. Nous vous recevons parce que vous nous avez contactés pour vous expliquer après ça. Je pense que j'ai aucune envie de réformer cette religion-là, que je suis personne pour dire que ce n'est pas un péché. Donc je considère aussi que c'est un péché. Vous considérez aujourd'hui que l'homosexualité est un péché et que vous êtes une pécheresse? Que je suis une pécheresse, ouais. Je considère que c'est un péché. Et après, c'est toujours vis-à-vis de moi-même. C'est incroyable de dire ça quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est difficile de porter cette parole-là parce qu'on a l'habitude de nous faire trancher. Et de choisir, c'est-à-dire de dire qu'en fait, non, c'est autorisé, finalement, la religion l'autorise. Et moi, c'est pas ça que je raconte. J'essaie justement de chercher l'endroit de la complexité, de continuer à dire que, ok, c'est un péché, mais en fait, on n'est pas parfait. Et ok, on pêche, mais on aime les femmes, mais on aime aussi Dieu. Alors, 46 secondes qui ont mis le feu aux poudres, 46 secondes qui peuvent, je ne vous le cache pas, surprendre à 7h50 quand on se brosse les dents. 46 secondes vues en une semaine plus de 450 000 fois sur Twitter. Pour quelqu'un qui était d'une certaine manière dans l'ombre jusque-là, ça fait beaucoup, j'imagine. Ça fait beaucoup, surtout que je ne m'étais pas préparée à ça. Je m'étais préparée à la réception de mon roman, même s'il traite de sujets brûlants. Mais je ne m'étais pas préparée à l'hypermédiatisation et à toutes ces polémiques. Et c'est ce que vous nous expliquez dans une lettre, un texte que vous nous avez adressé, où vous écrivez notamment, j'en cite une phrase, « Je parle en mon nom, au nom de Fatima Das, mon personnage. Aujourd'hui en France, je n'ai pas le droit d'affirmer que j'aime Dieu et que ma religion et que mon interprétation de cette religion me fait dire que c'est un péché. Je ne suis la porte-parole de personne. » Mais ce qui était peut-être pour vous, de l'ordre de l'intimité, est entré avec fracas dans le champ politique avec cette déclaration sur France Inter. Ça, vous ne vous y attendiez pas? Je m'y attendais pas parce que j'ai même pas eu le temps en fait, de me rendre compte que je devenais un personnage public et que ma parole allait susciter beaucoup de remarques, d'avis, de critiques. Et c'est vrai que j'avais pas mesuré cette ampleur-là. Et pourtant, quelques jours plus tôt dans Le Monde, vous donnez un entretien, enfin il y a un papier qui relate votre roman et vous êtes cité. Donc on est, je crois, le 20 août, donc quand même quelques jours avant France Inter. Vous vous disiez, je cite Le Monde, homophobe et considérant même l'homoparentalité comme un double péché. Dans le code pénal, l'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit passible d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Ce que je dis dans Le Monde, c'est un peu plus nuancé que ça. C'est que déjà, je partais de mon personnage en racontant justement le développement de Fatima qui, à un moment donné, se rend compte qu'elle fait preuve de violence envers un garçon au lycée parce qu'il est homosexuel et parce qu'il assume son homosexualité. Et je cherchais à raconter comment on se construit en se rejetant soi-même, en fait. Comment on se construit dans la détestation de soi. Et je crois que ça nous traverse tous et toutes, même quand on est lesbienne, même quand on est gay, même quand on l'assume, même quand on vit notre sexualité. Il y a des choses qui ressortent, mais parce qu'on est construit sur ça, qu'on est construit dans la honte, dans la détestation de soi et dans le rejet de l'autre.
Vous dites que vous ne vous attendiez pas à cette hyper-médiatisation. Et j'ai envie de dire, là, ce soir, on remet 100 balles dans la machine. Pourquoi vous choisissez de parler, là, ce soir? Qu'est-ce que vous avez à expliquer ou à dire? Ce soir, j'ai décidé de parler parce que je crois que j'ai trop tué, en fait. J'ai trop tué tout ce que j'ai pu écrire dans ce bouquin et que je l'ai pas assez... J'ai pas eu le temps, en fait. J'ai pas eu le temps de trouver les bons mots et d'expliquer ce que j'essayais de dire en disant que l'homosexualité est un péché en islam. Quand je dis ça sur France Inter, je parle de mon opinion. Et en fait, je réalisais pas que, en parlant de mon opinion, on allait penser que je parle pour tous les jeunes de banlieue. Et je crois pas avoir cette responsabilité-là aujourd'hui, parce que je parle à mon endroit, parce que je sais qu'en écrivant, il y a quelque chose qui se passe. Et bien sûr, beaucoup de jeunes vont lire peut-être, en tout cas j'espère, mais je cherche pas à leur donner de solution. Je cherche pas à sauver ni mon personnage, ni à sauver les jeunes de banlieue, homosexuels, musulmans. Je crois que j'essaie de dire ça. Je crois que j'essaie de dire ça et... Ouais. Alors, on continue. Votre livre et vos déclarations ont suscité donc un grand débat, y compris dans la rédaction de Mediapart. Comment traiter la question de façon honnête, équilibrée? On est parti du point de départ. C'est quoi être une lesbienne issue de l'immigration et ou musulmane de culture ou pratiquante en France en 2020? Les réponses ont bien sûr été très diverses. On va essayer dans notre reportage de restituer cette diversité. On a d'abord rencontré le collectif Les 1001 Queer, qui promeut la diversité des profils de personnes LGBT issues de l'immigration. Comme vous d'ailleurs, elle refuse de choisir entre homosexualité et islam. Avec Célia Mebroukine, elle nous avait donné rendez-vous pour assister à leur réunion de rentrée dans ce bar féministe du 11e arrondissement de Paris. Elles ont accepté notre caméra à condition d'être anonymes, car, disent-elles, dans les pays d'origine de leurs parents, l'homosexualité est punie par la loi. À l'ordre du jour, leur participation à la Pride des banlieues et aussi Fatima Das, votre livre, qui les a beaucoup fait réagir. Aujourd'hui, quand on est une lesbienne issue de l'immigration, en quête de son identité, si on tape lesbienne arabe dans Google, on tombe soit sur des sites pornographiques, soit sur Fatima Das qui nous dit que c'est un péché. Donc c'est difficile de se construire avec de telles représentations. On trouve dommage que nous, voilà, on a souffert de cette invisibilité des lesbiennes issues d'immigration, des lesbiennes de culture musulmane. Et c'est dur que la première qui accède à une certaine tribune nous renvoie à cette idée que en fait, c'est un péché, que l'homoparentalité c'est un double péché. Il y a quelque chose d'un peu violent. Ces trois jeunes femmes veulent raconter un autre parcours. Oui, on peut être lesbienne et arabe, lesbienne et musulmane ou pas, lesbienne et porter le voile, et qu'on n'est pas obligé de vivre dans la culpabilité. Et en se considérant comme des pécheresses. J'ai toujours été en paix avec mon identité, j'ai une identité apaisée et c'est surtout les autres qui nous renvoient à une certaine dichotomie, comme s'il fallait absolument choisir le rôle de la lesbienne émancipée qui renie sa culture ou alors au contraire la fille très pieuse, qui est très mal dans sa peau. Nous, on a envie de renoncer à rien. C'est pas parce qu'on est queer qu'on doit oublier nos racines, qu'on doit oublier notre culture et notre spiritualité. Et pour elle, la récupération que vous craigniez est inévitable. Toutes les religions sont instrumentalisées par le système hétéropatriarcal. En fait, c'est ça qu'elles servent. C'est pas là maintenant tout le monde pointe du doigt l'islam, mais et voilà, du coup, moi, la seule chose qui me gêne un peu avec ce livre, moi je trouve ça super qu'elle s'exprime, mais c'est vrai qu'elle tape exactement là où les gens attendent qu'une femme lesbienne tape, quoi, et musulmane. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces femmes qui ont des points communs avec vous, il semblerait, et qui sont troublées par vos déclarations? Moi, je comprends que ce soit violent de recevoir ça. Je comprends vraiment et je comprends l'avis de la personne qui s'exprime en disant que la seule représentation qu'on a, c'est une femme qui continue à dire que c'est un péché. Moi-même, en le disant, je peux trouver que c'est violent. Mais je suis très contente d'entendre qu'il y a des femmes qui sont apaisées et qui ne vivent pas ce tiraillement-là. Mais il ne faut pas invisibiliser les autres parcours, en fait. Moi, j'aimerais qu'à un moment donné, on arrive à accepter que des femmes vivent ça comme un péché, que d'autres le vivent de manière apaisée, et qu'on arrête de se tirer dessus. Et moi, encore une fois, quand je dis que c'est un péché, c'est en parlant de l'islam que je pratique, l'islam sunnite, qui dit que c'est une transgression l'homosexualité,
le fait d'être homosexuel, non, mais de vivre son homosexualité, c'est transgresser la loi divine. Et c'est tout ce que je raconte dans ce roman. Et c'est un tiraillement, mais c'est aussi, pour moi, une manière de dire que il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer à sa foi, même si tout nous pousse aujourd'hui en France à renoncer à cette foi-là et à cette pratique. Parce que moi, c'est ce qui m'élève, en fait. C'est ce qui fait que je me lève chaque matin. Et je n'ai pas envie de renoncer à cette foi-là. Et je n'ai pas envie de renoncer non plus à l'amour des femmes. Je n'ai pas du tout envie de renoncer à aucune de ces deux identités-là. Et j'essaye, comme la Fatima du roman, de les concilier, même si ça semble difficile. Mais je ne suis pas en train de souffrir toute la journée dans mon lit, en train de déprimer parce que je suis lesbienne et musulmane. C'est pas ça que je raconte. Tant mieux. Dans votre livre, justement, il y a quand même dans un chapitre, vous racontez une discussion avec un imam. Enfin, votre personnage, Fatima Das, raconte une discussion avec un imam et vous dites « Je n'ose pas dire, à l'imam, que l'homosexualité féminine n'est pas abordée dans le Coran. » Oui. Ben, le personnage se rend compte qu'il y a plein de choses qu'elle ne comprend pas. Qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'a pas toutes les solutions. Et d'ailleurs, ce roman n'apporte aucune solution, en fait. Il s'agit juste de montrer ce tiraillement-là, de poser ces questionnements et de ne pas en tirer de leçons. Parce que j'écris un roman, encore une fois, et je raconte la complexité et j'essaye de nuancer. De faire un personnage trouble et qui justement, se retrouve ici et ailleurs. Et ça ne m'intéressait pas de donner des solutions parce que j'en ai pas moi-même. Et que je ne peux ni sauver mon personnage, ni les autres, ni les autres femmes lesbiennes, musulmanes, pratiquantes ou pas musulmanes, maghrébines. Vraiment, je n'avais pas envie d'être une porte-parole, même si je crois que je commence à comprendre que ça peut être aussi la responsabilité d'une autrice. Alors, dans votre livre et dans la discussion qui en découle, médiatique, sociétale, outre la dimension religieuse et la dimension LGBT, il y a une dimension sociale très forte. Le récit que vous faites des quartiers populaires, de l'histoire de votre personnage qui grandit à Clichy-sous-Bois, est-ce que on vous demande plus de justification à vous qu'à n'importe qui d'autre? J'ai la sensation que souvent que je suis pas écrivaine, qu'on parle plus de moi, en fait, alors que moi, si j'écris, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour raconter une histoire qui est pas loin de la mienne, mais ça m'intéresse pas de parler de moi. Et j'ai la sensation que, du coup, on s'attarde pas sur mon texte et qu'on me parle jamais de mon travail, en fait, parce que j'estime que c'est du travail et que ça m'a pris plus d'1 an et demi et que, voilà, j'ai subi la solitude autant que d'autres autrices et j'ai travaillé, et du coup, j'ai l'impression qu'on m'en parle pas assez. Mais vous qui êtes autrice, vous savez l'importance des mots, vous les choisissez avec soin. Est-ce que ceux que vous avez prononcés sur France Inter n'allaient pas... Est-ce que vous n'auriez pas pu imaginer qu'ils allaient être, comme le dit la jeune femme dans le reportage, instrumentalisés, peut-être à votre corps défendant, mais est-ce que vous n'auriez pas pu prévoir que ça allait être récupéré compte tenu du climat actuel, d'homophobie d'un côté, d'islamophobie de l'autre? On peut toujours... Est-ce qu'il vous avait manqué de vigilance? Je pense que c'était difficile pour moi. Faut savoir que... Enfin, c'est pas pour me défendre de tout ça, mais la promo est très intense. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai 24 ans, il y a des gens qui m'arrêtent dehors, c'est épuisant. Voilà, je réponds oui à toutes les interviews parce qu'on m'a pas appris à dire non. Je me retrouve dans quelque chose que je connais pas, très insécurisant. Et donc à ce moment-là, j'arrive, je dors 2 heures et je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on me pose cette question comme ça. Et je sais que ce mot, il est violent, je sais. Moi, en l'écoutant, ça m'est aussi insupportable de l'entendre comme ça. Mais encore une fois, je pars d'un contexte. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde c'est un péché, ne vivez pas votre homosexualité, au contraire. J'espère que ce roman dit le contraire, en fait. Au cours de notre enquête, on a fait une dernière rencontre. Amina, c'est un pseudo, elle aussi. Elle a 34 ans, elle travaille dans la santé et pour la première fois, elle décide de parler de son homosexualité à visage découvert et elle nous explique pourquoi. Pourquoi vous avez accepté de nous répondre aujourd'hui? C'est une très bonne question. J'ai beaucoup hésité, pour être honnête. Même encore là maintenant, je suis plus très sûre. Non, honnêtement, c'est parce qu'on a besoin d'être visibilisés. C'est qui c'est des femmes lesbiennes et musulmanes. Parce que, en fait, on n'existe pas. Et c'est très dur quand on est nulle part, dans aucun média nulle part, de s'identifier
et d'exister. J'ai toujours cru que j'étais toute seule, que j'étais la seule femme musulmane et lesbienne au monde. En fait, on n'est pas seul. Enfin voilà, vous n'êtes pas seul. On est nombreuses et on est là. Voilà. Et ça va quoi? Et ça va. Avec pas mal de copines, on veut être visible, mais on a peur de se montrer. Parce qu'on a peur des réactions. On a peur du sexisme, on a peur de l'homophobie, on a peur du racisme. Et puis après, voilà, on a peur de notre entourage proche, de comment ils vont réagir, de se montrer à visage ouvert. Elle a aussi voulu réagir au terme de péché. Il n'y a pas un schéma, il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un schéma. Si je parle d'un point de vue vraiment personnel, moi, je ne veux plus penser, comme je l'ai pensé, que c'est un péché. Et je ne veux plus aussi m'éloigner de ma religion, m'éloigner de mes croyances et de ma religion. En fait, dans cette société actuelle, qui est quand même, il faut le dire, islamophobe, c'est plus simple pour s'intégrer dans cette société-là d'être juste lesbienne que d'être lesbienne musulmane. Donc vous vous dites, non, je peux être les deux. Oui, mais je ne l'ai pas dit tout de suite. Hein. Et aujourd'hui, c'est important de se montrer. Mais c'est dur. C'est dur. Elle parle de la solitude, de l'absence de modèle, du fait de se dire je dois être l'unique lesbienne musulmane de France. C'est ce qui est aussi raconté par votre personnage. Oui, tout à fait. Fatima, elle grandit à Clichy-sous-Bois, elle croit que ça n'existe pas. Elle ne sait pas ce qu'elle est, du coup, elle fait taire son désir, elle ne se formule pas, elle se déteste, elle a honte et elle met du temps à se le formuler. Elle met du temps à le vivre, elle met du temps à comprendre qui elle est. Parce qu'elle a grandi dans un contexte où, comme le disait Amina, elle ne s'est pas vue représentée. Elle ne sait pas ce que c'est qu'être une femme, elle ne sait pas ce que c'est qu'être lesbienne, elle ne sait pas ce que c'est qu'être musulmane, en ayant choisi d'être musulmane, parce que ça raconte ça aussi. C'est pas juste un héritage, c'est qu'elle s'est convertie à l'islam. Et donc elle s'est vue nulle part. Et comment on fait pour se construire quand on n'a aucune représentation, ou alors que les représentations sont à côté de la plaque? Comment on fait pour savoir qui on est? Comment on fait pour sortir de tous ces tourments? Je ne sais pas comment on fait. Alors, ce chemin difficile que vous racontez dans votre livre, que votre personnage vit, en fait, il fait écho à une réalité. On a entendu ces femmes, une construction difficile. Cette construction, une sociologue l'a étudiée. Elle s'appelle Salima Amari. Sa thèse sur le sujet est devenue un livre, Les lesbiennes de l'immigration. C'est le fruit d'un travail de 10 ans. Et elle explique comment cette double identité se vit. Il y a très souvent des stratégies pour ne pas faire un coming out, par exemple, donc, qui veut dire risque très fort de rupture, donc finalement des doubles vies, des vies parallèles, mais elles arrivent à s'épanouir dans ces configurations, hein, notamment pour certaines. D'autres en souffrent, d'autres font avec. Mais au-delà, il y a aussi des alternatives. Elles se contentent d'une alternative qu'on appelle je développe aussi dans le livre, qui est le tacite, c'est-à-dire qu'elles sont convaincues, très souvent, la majorité d'entre elles, que leurs parents sont au courant, donc il n'y a pas besoin de le dire formellement avec des mots en tant que tels. À partir du moment où on l'affirme haut et fort, s'il y a un risque de la réputation, à la fois de la famille, du quartier, et même de la famille d'origine, dans les pays d'origine par exemple. Et pour elle, votre livre est un événement. J'ai vu venir un petit peu dans mes recherches qu'il y a une jeune génération qui a besoin de se dire lesbienne et musulmane, voilà, avec ses contradictions d'ailleurs. C'est ça qui est encore plus fort. De se dire lesbienne au niveau de l'orientation sexuelle, c'est un élément très important. Finalement, elle s'accepte. Au niveau, si on prend la considération de l'orientation sexuelle, se dire lesbienne est une affirmation très forte. D'autres jeunes femmes lesbiennes comme elle, d'origine maghrébine ou musulmane, peuvent se sentir paradoxalement soulagées. Donc d'une certaine manière, Fatima Das, elle est presque super transgressive de parler si haut et fort. Je pense que la petite dernière, c'est la grande première dans ce domaine. Parce que effectivement, j'ai déjà entendu ces discours, mais c'est la première fois, un visage découvert. Enfin, de cette manière, c'est une première en France. Vous êtes donc une grande première. Vous disiez il y a un instant que vous étiez en train de vous rendre compte que vous ne voulez pas être une porte-parole. Vous parlez en votre nom, au nom de Fatima Das, votre personnage et vous, enfin le pseudo. Mais vous dites que vous êtes en train de vous rendre compte que peut-être malgré vous, vous devenez une porte-parole.
Ouais, malgré moi. Ouais. Mais Bah, de fait, en ça y même est. temps, en publiant un roman, je dis souvent que ce roman-là, j'aurais bien aimé le lire à l'adolescence, pour toutes ces questions de représentation. Donc, je ne peux pas faire le travail à moitié. C'est-à-dire que tous mes mots doivent être pesés. Et même si je parle que de mon parcours, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est que même si je parle de mon parcours, j'aimerais être plus claire, même si c'est vraiment pas simple pour moi d'être claire en dehors de l'écriture. Et Là, vous voudriez dire des choses plus clairement? ouais, je crois que j'ai envie de dire que mon parcours n'est pas le même que d'autres personnes. C'est-à-dire que je suis pas un homme blanc, je suis pas un homme blanc qui a grandi dans une famille aisée, d'intellectuels, et j'ai pas ce parcours-là en fait. J'ai pas cette vie-là. Peut-être que j'aurais aimé l'avoir, mais j'ai pas ce parcours-là, et en fait, c'est pas grave. Je sens que je suis en train de me construire encore et de cheminer, et c'est à vie, et c'est ça ce roman. C'est un long cheminement, sans solution. Et Ce que vous dites aujourd'hui ne sera peut-être pas ce que vous direz demain. bah non, je pense que non. Mais c'est normal, et heureusement. J'ai envie de fermer la porte à rien. Mais pour l'instant, c'est ce que je dis et c'est ce que je porte. Et en fait, je suis aussi épuisée d'entendre toujours les mêmes personnes qui sont indignées par des propos qui ne les concernent pas du tout. Et c'est souvent les mêmes qui étouffent nos paroles, en fait. On ne vous a pas fait cet affront, on a diffusé des propos que de femmes qui étaient concernées, bien sûr, en l'occurrence. Non, moi je ne parle pas de la parole de ces femmes-là. Je parle vraiment d'autres paroles des paroles qui me sont tombées dessus après. Et je suis très sensible aux paroles des personnes concernées, mais pas que aussi. Celles qui vous sont tombées dessus, ces paroles, c'est quoi, par exemple? C'est justement me coller des étiquettes. Donc de la femme maghrébine qui devrait être sauvée, qui devrait renier sa religion, parce que c'est une religion horrible, en fait, qui met à mal beaucoup de personnes. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas entendre qu'une femme aime Dieu, aime vraiment Dieu, et qu'elle respecte cette religion, et qu'elle se sent pas, en fait, théologienne pour la modifier. Et qu'elle se sent pas, qu'elle n'a pas les outils pour le faire. Je suis partie avec des mots, je suis entrée en écriture, c'est tout. Et je n'ai vraiment pas l'impression d'aller dans tous ces terrains. Alors, sur les représentations dont vous parliez, il y en a en France, mais aussi à l'étranger. On a fait un petit peu le tour. On a constaté donc qu'aux États-Unis, il y a par exemple Blair Imani, qui est historienne, militante antiraciste, récemment convertie à l'islam, qui se définit comme queer et musulmane. Allah made me with all of my flaws and imperfections, but made me to be a queer Muslim because Allah makes no mistakes. Au Canada, c'est l'ancienne journaliste et présentatrice de télévision Irshad Manji qui affirme face caméra sa double identité heureuse. Surely he knew what he was creating when he created somebody like me. Does God make mistakes? Muslims would say absolutely not. I'm very much at peace with being gay and Muslim. En Grande-Bretagne, le collectif Iman milite depuis plus de 20 ans pour l'affirmation des personnes queer et musulmanes en défilant à la Pride de Londres. We've been going for over 20 years to show all LGBTQI Muslims around the world that you're not alone, and to make sure that no LGBTQI Muslim is excluded from their faith or their communities. Donc on peut être en paix. Tout à fait, on peut être en paix. Ouais. Ça peut être un horizon. Ben oui, bien sûr. Et ces personnes qu'on vient d'entendre, elles sont peut-être se situent plutôt dans un islam qu'on pourrait dire plus progressiste, certes minoritaire, mais qui existe aussi en France, qui est même défendu cette vision plus progressiste par un imam qui est gay ouvertement et qui fait référence sur le sujet. C'est l'imam Ludovic Mohamed Zahed, qui a créé l'association homosexuelle musulmans de France, qui a fondé la première mosquée inclusive française à Paris, où il célébrait notamment des unions de personnes de même sexe. Donc, c'est une perspective qui vous donne à réfléchir?
Ça me donne à réfléchir, bien sûr. Moi, pour moi-même, oui, aussi. Je me suis beaucoup intéressée à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait. Maintenant, je suis encore à côté. Je suis encore une autre personne, un autre parcours, une autre voie. Et voilà. Mais ça me donne à réfléchir, bien sûr. Toujours. Votre livre, je trouve, ce qu'il a d'universel, c'est qu'il raconte l'itinéraire d'une personne qui ne se sent à sa place nulle part. Et ça, c'est universel parce qu'on peut ne pas être lesbienne, ne pas être musulmane et se considérer transclasse parce qu'on vient d'un milieu prolétaire et on rejoindrait un milieu bourgeois. C'est aussi ça que ça aborde, la question du plafond de verre qu'on peut se mettre quand on vient d'un milieu populaire. Ouais, je crois que ça raconte vraiment le fait de se sentir à sa place nulle part et de chercher un endroit où on peut nous accepter avec toutes nos identités. Et sans savoir où est cet endroit et sans savoir si nous-mêmes on peut réussir à concilier toutes ces identités-là. Ouais, sans vous flageller, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez ou pas? Que je regrette dans la vie? Ou que je regrette suite à tout ça? Plutôt suite à tout ça, enfin... Non, je regrette pas. Je regrette pas. Je regrette pas. Ça m'a questionné, ça m'a remué. Mais je regrette pas et je reviens pas sur ce que j'ai dit. Mais j'ai eu besoin d'en reparler. Donc c'est que ça travaille. Bon, mais je regrette pas. Je crois qu'on a dit les choses. Merci Fatima Das. Votre livre La Petite Dernière est en librairie. Merci d'être passée dans À l'air libre. Merci. Le 24h Mediapart. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, à lire d'urgence cette enquête, mais en ayant le temps, signé Martine Orange sur les coulisses du rachat de Suez par Veolia, une bataille homérique dans laquelle elle pointe le rôle inexplicable du gouvernement. Le MeToo dans la musique, à partir des cas des rappeurs Moa Lasquale et Elvis Romeo, Dolores Baquela explique comment MeToo commence à résonner dans le monde musical, mais se focaliser sur ce qui se passe avec les deux égéries Lacoste et accréditer ce mot dièse porté sur le rap, c'est oublier que l'ensemble des acteurs de l'industrie musicale est concerné. Mais surtout, comment le milieu du rap est l'arbre qui cache la forêt. Enfin, dans le club, l'abonnée V. Servat décrit ses grandes difficultés. Enseignante malentendante, elle ne parvient pas à faire cours sereinement à ses élèves, privée à cause des masques, de la lecture sur les lèvres. Et sur ce coup-là, rien n'est prévu par l'éducation nationale et c'est bien ça le problème. À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci pour cette première semaine d'émission à l'équipe technique, Pierre Catan, Martin Bessin, Stéphane Pruvot, Alexandre Huez, Julien Elbar, Jimmy Beaufils, Bastien Prévosto, Stella Guillaume, Robin Dubois, Vesna Keta, Perrine Hainaut, Abdel El Lajaoui, Concheta Sangriogoli, désolé. La rédaction de Mediapart, on la remercie également. La rédaction d'À l'air libre, nous on revient lundi. En attendant, c'est le studio qui fait sa rentrée au programme 2 émissions à 19h. Demain, à contre-courant, Romaric Godin reçoit l'économiste Bernard Friot pour parler des alternatives au capitalisme. Et dimanche, l'émission Écrire l'histoire, Rachida El Azouzi reçoit l'historien Benjamin Stora, premier d'une série d'entretiens sur la mémoire franco-algérienne. Nous on se retrouve lundi, même heure, même endroit. Salut!